Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Et donc, tu es militant SCP et je vais te laisser la parole pour nous exposer ton travail, comment tu l'as fait et ce que tu y as trouvé. Et on prendra le temps là, donc ce soir, là, pendant trois quarts d'heure, une heure, de te poser des questions. Alors si, je répète, hein, si les gens vous voulez poser une question, donc c'est dans le chat conférence, on les notera, on vous donnera la parole au fur et à mesure et voilà. Benjamin, c'est à toi. Ok. En fait, c'est pas compliqué. J'ai vu ce truc-là, j'ai vu les traitements de la presse, j'ai vu les interviews, notamment il y a une interview de Libé qui a fait pas mal de dégâts, qui a pas mal circulé, de l'expert qui est la source principale, si ce n'est quasiment la seule source en réalité de toute la presse occidentale et pas juste la presse française sur la question des Ouïghours, qui est un anthropologue américain d'origine allemande qui s'appelle Adrian Zenz. Alors le gars, il a fait le tour des popotes pour expliquer que, d'après les données qu'il avait, il y avait des stérilisations forcées et des camps de concentration. En fait, c'est des camps de rééducation, c'est plus ça, mais lui, il parle de camps de concentration. Et lui, il parlait la bagatelle de 1 million de personnes de l'ethnie ouïghour emprisonnées, ce qui est quand même énorme parce que ça correspond en réalité à 1/10 des Ouïghours présents au Xinjiang, un peu moins d'1/10 parce qu'ils sont aux alentours de 11 millions en réalité. Et beaucoup de gens, en fait, à l'époque, pendant ces quelques dernières années et même jusqu'à tout récemment, reprennent ces chiffres sans discuter. Et le truc qui m'a donné la puce à l'oreille sur l'idée qu'il y a eu un problème, c'est que c'est pas bon. Il y a Christine Bière qui a fait une visite au Xinjiang et qui en a rapporté d'ailleurs ce qu'elle a vu, à savoir que c'était de la rééducation, qu'on leur apprenait un travail, ce qui est vrai, hein, soit dit en passant, parce qu'aujourd'hui vous avez 1,5 million de Ouïghours qui ont trouvé un emploi en plus par rapport à avant que la Chine fasse c'est la politique qu'elle fait au Xinjiang à l'heure actuelle, mais qui n'est pas celle que Adrian Zenz a l'air d'avoir vue. Mais là où en fait c'est intéressant de voir, c'est que ces sources ont été reprises sans discussion. Mais moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille au problème, c'est une interview dans Marianne d'un sinologue qui s'appelle Marc Julienne. Alors c'est une interview qui date du 22 juillet de l'année dernière. Et le gars, pour le coup, de 2020, pour le coup, il admet, en fait, il s'étend pas, mais il dit oui, c'est vrai, Adrian Zenz est un fondamentaliste religieux protestant et il a quelques connexions dont on peut questionner les intérêts. Il précise pas qui c'est, hein, d'ailleurs, il s'étend pas dans les détails et il dit même ces données sont certes spéculatives, mais pour ce que nous connaissons de la Chine, de son histoire, notamment au Xinjiang, et des extrapolations par photosatellite qu'on peut faire, nous pensons que c'est tout à fait possible qu'il y ait un génocide. Et bon, ça ressemblait un peu trop beaucoup trop les propos de Marc Julien à de la spéculation pour que j'aille pas voir, parce qu'avant de le lire, j'avais bien vu le nom Adrian Zenz, mais je ne savais pas qui c'était. Et en fait, il se trouve que j'ai trouvé un début de réponse sur un article d'un type de Mediapart qui est critique envers la Chine lui aussi, mais parce qu'elle est néolibérale et pas lui, mais qui dit qu'on peut se poser la question de comment ça se fait que c'est ce type en particulier qui revient. Et en fait, il explique le pédigré du monsieur. Et j'ai moi-même fait des recherches de mon côté. J'ai pas été déçu du voyage, si vous voulez. En fait, à la base, c'est un Allemand qui a émigré aux États-Unis et qui a coopéré à la Fondation pour les victimes du communisme. Alors, je peux comprendre qu'on peut ne pas aimer les régimes communistes ou quoi que ce soit, c'est pas la question, mais en fait, c'est pas une fondation apolitique, dans la mesure où les fondateurs de cette fondation sont tous des proches du Parti républicain. Il y en a, en fait, ils sont trois. Il y a Lee Edwards, qui est de la Heritage Foundation. C'est des républicains bien à droite pur jus. Vous avez Lev Dobriansky, qui est un diplomate américain, membre du Parti républicain et très très va-t-en-guerre à la base.
Et vous avez quelqu'un qui est très connu, qui est le politologue Zbigniew Brzezinski. J'ai toujours un peu de mal de prononcer avec tous ces ces BRZ et ces RZ qui sont un peu partout, mais bref. Et qui a une vision géostratégique un peu particulière, parce que la stratégie de conflit vis-à-vis de la Chine et de la Russie et du Moyen-Orient, c'est lui qui en a eu l'idée en premier, quasiment. C'est un néoconservateur. Ça n'encourage pas une vision objective des événements, mais je suis allé un peu plus fouiller parce que ça ne me renseignait pas sur son côté fanatique religieux. Et là encore, j'ai pas été déçu du voyage. J'ai parcouru un livre qu'il a écrit. Alors, j'ai pas pu tout lire parce que sur Google, tu ne peux pas tout lire, mais j'ai pas été déçu du voyage. Alors, le livre, il s'intitule Worthy to Escape, Why All Believers Not Be Raptured Before the Tribulation. Alors, en gros, en français, ça donne pourquoi tous les croyants ne seront pas élevés avant la tribulation. En fait, c'est un concept des fondamentalistes protestants américains qui veut que en fait, avant la fin des temps, tu auras un moment où certains croyants chrétiens très pieux disparaîtront. Ils seront enlevés au paradis directement. Et ce sera le signe que ceux qui resteront vont déguster, parce que c'est le moment où une oligarchie sataniste prendra le contrôle via un gouvernement mondial du monde. Pour ceux qui se souviennent de ce qui est dit autour des gens de ce que pensent les gens du groupe QAnon, qui font partie, qui sont pas juste pro-Trump, mais qui sont dans un délire quand même bien violent de ce type-là. Et en fait, il se trouve que Monsieur Zenz est quand même assez particulier dans son délire, parce dans son livre, il se laisse aller à expliquer qui ira au paradis et qui n'ira pas à la fin des temps. Et à un moment, il s'épanche sur le peuple juif. Il dit « Pour les Juifs, la colère de Dieu se révélera donc à la fois une bénédiction et une malédiction. Pour ceux qui appartiennent au tiers qui sera purifié dans la fournaise ardente de Dieu. » Alors une fournaise, c'est un four, hein, pour faire simple. Et jusqu'à l'obtention du salut, en fin de compte, ce sera une bénédiction. Pour ceux qui sont rebelles et transgresseurs, c'est-à-dire les 2 tiers qui restent, si on suit bien, et qui périront dans le processus de la fournaise ardente, ce sera une malédiction. Alors c'est quand même assez particulier parce que et en fait il y a d'autres trucs dans son livre à propos des femmes qui doivent rester à la maison et qui doivent porter plein d'enfants. C'est un personnage assez particulier sur ses convictions là-dessus, personnelles là-dessus, et ça a influencé sa vie beaucoup de gens qui le critiquent, notamment un de ceux que je citerai plus tard, qui est le professeur d'économie Assa Tarber. C'est un Canadien travaille en fait à l'université de Riverside au Canada. C'est un professeur d'économie qui est d'obédience socialiste à la base. En fait, il dira, Monsieur Zenz est tout simplement victime de ses propres conceptions concernant la natalité, c'est-à-dire il veut des familles avec beaucoup d'enfants. Et il a tendance à être très critique vers les programmes de planification familiale en général, tout ce qui est planning familial, etc. Alors, c'est pas forcément, ça peut être critiquable ou quoi que ce soit, hein, je dis pas, mais le personnage en tant que tel, il fait vraiment une très grosse fixette là-dessus. Et comme je viens de le dire, il est fanatique religieux, mais pas que. Visiblement, il est aussi un poil antisémite. Et parce que dire que 2 tiers des Juifs périront dans le processus du fou ardent de Dieu, c'est quand même assez anodin. Il veut pas les mettre dans des fours lui-même, il pense que c'est Dieu qui le fera. Et c'est la source principale dans la presse, voire même l'unique source, concernant l'idée qu'il y aurait un génocide au Xinjiang. Et il se trouve que ces données avaient déjà été analysées pas seulement par Assa Tarber, mais par des gens en France, comme Bruno Guigues, qui est un ancien haut fonctionnaire français des affaires étrangères. Il dit, c'est simple, Adrian Zenz dit qu'il y a 1 million de personnes enfermées dans des camps. Étant donné qu'on sait qu'il y a 11 millions de Ouïghours au Xinjiang, ça voudrait dire non seulement qu'il y a 1/10 de personnes, mais ça correspond en plus, d'après les données que nous disposons, de l'équivalent de la population masculine ouïghour adulte entière. Et il dit quand même, les gens s'en seraient rendus compte. Les gens sur place, les autres Ouïghours qui
qui sont totalement libres et qui ne sont pas en prison ou quoi que ce soit, ils s'en seraient rendus compte. Et d'autres choses qui sont critiquées parce qu'elles sont jamais amenées, à part dans une vidéo du Monde, même si elle est à charge, mais qui ne sont jamais amenées, c'est qu'il y a un contexte de terrorisme au Xinjiang, avec le parti du Turkestan oriental que je décrirai plus tard. Hein, je préfère garder des choses pour plus tard. Mais surtout... Juste sur cette question du 1 million, là, donc ça, c'est Adrien Zenz qui dit 1 million de Ouïghours enfermés. Oui, c'est ça, c'est lui qui dit ça. Il dit il y en a 1 million enfermés. Il se trouve que c'est pas ce que dit Le Monde, par exemple, qui, lui, en fait, fait une vraie investigation et qui te dit juste que la population carcérale est passée de 20 000 personnes à 200 000 personnes. Alors, c'est beaucoup, hein. Dans Le Monde, ils disent l'ONU en 2018 parle de 1 million de Ouïghours détenus. Mais eux, ils disent l'ONU. Mais après, je sais pas si c'est ce qui est la source de l'ONU, mais... Bah ouais, c'est ça le problème, c'est que la source de l'ONU, c'est Adrian Zenz. Bah oui, c'est ça. La source de l'ONU, c'est Adrian Zenz, en fait. Et ça dépend ce que tu appelles la source de l'ONU, parce que tu fais bien de poser la question, je l'introduis maintenant. En fait, il se trouve qu'en 2019, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, l'ancienne présidente chilienne, en fait, elle avait réussi à trouver un accord avec la Chine pour visiter le Xinjiang et voir quelle tête ça avait. Et en fait, il se trouve que ça a été refusé parce que, en fait, il se trouve que les Anglais avaient demandé, les Britanniques avaient demandé que, en fait, la délégation puisse aller voir, en fait, un activiste ouïghour qui s'appelle Toki. Et en fait, c'est un activiste séparatiste ouïghour. Je ne vais pas expliquer tout de suite ce que c'est, mais en fait, on comprend pourquoi la Chine n'a pas voulu, en tant que telle, qu'elle aille voir cet activiste, parce que lui aussi, il a une vision des choses comme activiste séparatiste particulière. Nous, quand on pense séparatiste, on a un activiste séparatiste breton qui veut juste faire des écoles d'Iwan et en fait faire des trucs folkloriques avec un bignou et des choses comme ça. Là-bas, un activiste séparatiste, c'est pas ça. Un activiste séparatiste, c'est un membre du mouvement pour le Turkestan oriental. C'est une branche qui est liée à Al-Qaïda, qui a envoyé des contingents de gens pour soutenir Daesh. C'est des gens assez vénères, en fait, assez motivés par rapport au Xinjiang et qui veulent en faire un califat régi par la charia, ce qui n'a pas pu être fait avec l'État islamique. Ils veulent le faire au Xinjiang, en fait. Et il faut bien voir que la répression chinoise, c'est vis-à-vis de ça. Parce qu'il y a une répression au Xinjiang. Et la répression au Xinjiang, c'est vis-à-vis de ça. Et Adrian Zenz, dans son analyse, n'en tient absolument pas compte. De cet aspect-là, qu'il y a une répression d'un groupuscule terroriste extrémiste là-bas, qui n'a pas fait que du dégât que maintenant, parce que le groupe existe en fait depuis les années 80, parce qu'ils ont même envoyé des gens en Afghanistan contre les soviétiques. Je suis allé voir depuis combien de temps ils existent. Et là-dessus, tu as bien fait d'introduire ça, Rémi, parce que c'est assez important. Et ce monsieur, en fait, donc pour revenir à Adrian Zenz, c'est la source, mais surtout, en fait, il travaille que bizarrement avec des gens qui, depuis 30 ans, ont une géopolitique agressive, prônent une géopolitique agressive vis-à-vis de la Chine. Je parlais tout à l'heure de Zbigniew Brzezinski. Sa vision de la géopolitique vis-à-vis de la Chine, c'est de garder la Chine et la Russie notamment et le monde chiite enclavés et qu'il n'y ait aucune possibilité d'alliance avec l'Europe et avec les pays qui sont en dehors en fait, c'est-à-dire toute la côte, tout ce qui est Inde, Vietnam, Japon, etc., c'est considéré comme des pays qui doivent rester sous la coupe diplomatique occidentale, enfin occidentale, anglo-américaine, plus exactement. C'est-à-dire, en gros, on veut créer une espèce d'arc autour de la diplomatique, de blocus autour de la Russie et de la Chine, dans une situation où, en fait, en plus, on ne peut pas tellement s'en passer. Et ça, c'est ce qui est amené. Et là encore, je vais revenir. Pourquoi, en fait, donc ça, c'est la géopolitique de Mackinder, ça.
Oui, tu parles le fait de contrôler le... C'est Mackinder et ça a été repris par Brzezinski. Soit dit en passant, tous les géopoliticiens ne sont pas partisans de ce type de géopolitique et on les comprend. Mais en fait, c'est la géopolitique de Brzezinski. Et une accusation de génocide dans un contexte d'indépendantisme hyper violent, parce que le Xinjiang, c'est un gros bout de la Chine. C'est pas Hong Kong, c'est un gros bout de la Chine. Ça veut dire qu'en gros, et c'est un bout où il y a toutes les matières premières, quasiment toutes les terres rares, elles sont là-bas. Pour l'instant, la Chine fonctionne encore au charbon. Pareil, il y a énormément de mines de charbon et de centrales à charbon qui sont en train d'ouvrir là-bas. Tu peux situer le Xinjiang dans la Chine? Alors, le Xinjiang dans la Chine, c'est tout à l'ouest. C'est la partie qui est tout à l'ouest. Ok. C'est comme la Bretagne. Ouais, c'est la Bretagne de la Chine. Ouais, parce que c'est quand même tout. Pour ceux qui connaissent les nouvelles routes de la soie, c'est vraiment le parcours qui depuis le littoral chinois qui a, je sais pas, je pense 80% de la population chinoise, permet de rejoindre la Russie et puis surtout toute l'Asie centrale avec, en passant par l'Iran, la possibilité d'atteindre l'Europe du Sud-Est. Donc le Xinjiang, c'est vraiment le carrefour, enfin c'est la porte de la Chine vers l'intérieur de l'Asie. C'est vers l'intérieur de l'Asie, vers la Russie, vers tout le monde en fait. Yep. Et rendre ce truc-là indépendant, bah, techniquement, s'ils réussissaient leur coup, ce qui marchera pas techniquement, parce que tout ce que ça crée d'accuser la Chine de génocide à cet endroit-là, c'est que ça les met surtout très en colère. Mais justement, le problème, c'est que surtout ça les met en colère contre techniquement les gens qui font les accusations. Et les peuples français, américains, etc., sont pas forcément responsables. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai regardé la source. Ok, la personne est douteuse. La question maintenant, c'est la question des données. Adrian Zenz est hyper douteux. La presse a tendance à relativiser sa manière de voir les choses. Maintenant, il y a la question des données. Alors, est-ce que tu as les graphiques, cher ami Rémi? Oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux mettre le premier, celui qui va de 1978 à 2015? C'est celui avec plein de barres ou peu de barres? Plein de barres. Ok. Et bien donc, dans le chat conférence, il y est. Et d'ailleurs, j'en profite, hein. Les gens qui sont connectés dans le chat conférence, c'est aussi l'endroit où vous pouvez poser vos questions. Et après, une fois que Benjamin aura fini un petit peu de nous présenter son travail, on commencera à lui poser des questions. Oui, alors regardez bien ce graphique. En fait, c'est un graphique qui a pour source. Alors, la source du graphique, c'est Xinjiang Statistical Yearbook 2018, c'est-à-dire en fait 2016, quoi. C'est les statistiques du Xinjiang, le livre de l'année 2016, et en fait qui montre la croissance démographique des 30 dernières années au Xinjiang. Et en fait, là encore, Assa Tarber, le professeur d'économie dont je parlais tout à l'heure, en fait, lui, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a analysé au départ, pour parler de ses faits d'armes, il a analysé le travail pénitentiaire aux États-Unis en termes d'analyse économique. Ça, c'est pour montrer qu'en fait, c'est un expert quand même des questions pénitentiaires et de ce type d'analyse statistique, etc. Et en fait, par rapport aux Ouïghours, en fait, comment il interprète cette courbe? Il dit, bah, c'est simple, ça veut dire que la population en question, en 30 ans, elle a doublé. Et il dit, le taux de croissance de ce démographique annuel, il est à 1,94%, presque 2%. Et pour te dire à quel point c'est rapide, c'est proche du pic de croissance démographique à l'échelle mondiale qui a été observé dans les années 60. Vous savez, c'est l'époque où tout le monde était en train de flipper, de dire qu'il allait avoir une surpopulation, etc., parce que ça croissait trop vite. Ben, c'est ce pic-là, en fait, qui était observé à l'époque. Et lui, en fait, et c'est ce truc-là qui a été observé entre 1978 et 2015. Et en fait, il dit c'est très rapide, en fait. C'est extrêmement rapide. Alors maintenant, Rémi, j'ai besoin du deuxième graphique, celui avec peu de barres, si c'est possible.
Et voilà. Ok. Bah, je vais laisser les gens le regarder du coup, l'ouvrir, parce que lui, il est très important, parce que lui, il va de 2013 à 2019, par contre. Alors ça, c'est plutôt assez important, parce que, en fait, ça montre qu'il y a eu une diminution relativement faible de la population des minorités au Xinjiang. Alors, la population des minorités, c'est pas juste les Ouïghours, mais c'est toutes les minorités, même si il y a beaucoup plus même si les Ouïghours sont la population la plus nombreuse en termes de minorités au Xinjiang et de loin, au total, et même les minorités non ouïghours représentent 15% de la population. Et ce que montre ce graphique, c'est qu'il y a eu un commencement de décroissance de la population très faible en 2018 et 2019. Et en fait, le truc, c'est que dans la dynamique de croissance de population, c'est très faible comme diminution. Et ce que dit Assatar Ber, c'est que c'est très problématique si votre preuve de génocide, elle consiste en des fluctuations relativement faibles de la population minoritaire survenant après de très fortes augmentations. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même une population qui a augmenté de 17% de 2013 à 2017 et qui a juste un peu diminué par la suite. Comme il dit, c'est bizarre. Et ensuite, il analyse à Satarber le vocabulaire utilisé par Zenz. Et il utilise notamment des tournures assez sinistres, Adrian Zenz, comme des mesures draconiennes de contrôle des naissances, ou des choses comme ça. Et en fait, l'autre truc aussi qu'il explique, c'est que Adrian Zenz considère comme preuve d'un génocide en cours le fait qu'il y a des plannings familiaux et des hôpitaux qui sont construits de plus en plus. Et il dit, regardez, c'est des endroits où il y a des gens qui vont se faire stériliser, etc. L'ennui, c'est que c'est aussi des hôpitaux. A priori, les gens, ils vont aussi se faire soigner. Donc, c'est pas ce qui est en fait considéré comme une preuve. L'ennui, c'est que ça peut être interprété très différemment en fonction de ce que tu veux dire. Et ça reste le problème. Et il soulève une chose aussi à Satarber, c'est que au fur et à mesure que les pays s'enrichissent, en fait, il y a une phase au niveau démographique où les gens font moins d'enfants, où les taux de la croissance démographique ont tendance à baisser. Ça ne veut pas dire que la croissance démographique, forcément, elle s'arrête ou quoi que ce soit. C'est que, en fait, elle ralentit parce que, tout simplement, les gens font moins d'enfants. Et l'autre chose aussi que Assatarber note, c'est que il y a aussi plein de témoignages comme quoi ça va mieux au Xinjiang. Dans mes recherches, j'ai trouvé des chaînes YouTube. Notamment, j'en ai trouvé une qui est tenue par un financier canadien. Oui, encore un Canadien, qui en fait fait fréquemment l'aller-retour. Alors, j'entends les esprits forts qui vont me dire le type est payé par la Chine, mais en fait, il s'appelle Daniel Dumbril. Et en fait, lui, il a déjà aussi visité le Xinjiang. Alors lui, c'est de l'intérieur. Et il y a d'autres gens comme... alors lui, il est un peu plus étiqueté communiste. C'est Maxime Vivas, qui est journaliste. Lui-même, il a en fait visité le Xinjiang. Et il a même posé des questions très gênantes sur le taux de syndicalisation ou des trucs comme ça. C'est un communiste. Et en fait, il en a conclu que oui, les mecs n'avaient pas le droit à être syndiqués, ou en fait, il y a eu le code du travail. C'est vraiment pas le code du travail français. En Chine, faut être clair. Mais il a considéré que parler de génocide, c'était pas la vérité. Par exemple. Parce que est-ce que quand même tu peux nous poser d'une part ce qui est un peu le paysage des accusations, parce qu'au final il y a quand même pas mal de choses et qui semble-t-il sont très sujettes à interprétation. Alors qu'est-ce qui est sujet à interprétation ou pas? Ça aussi, par exemple, ce sujet à interprétation, et puis aussi ce qui est donc censé être cette situation au Xinjiang, parce qu'il y a semble-t-il qu'il y a une réalité que même les Chinois ne nient pas, qu'il y a une réalité, qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais est-ce que tu peux dire les deux? Il y a quelque chose qui se passe, c'est que depuis
des années et des années, il y a des foules d'attentats terroristes dans le Xinjiang de la part d'un mouvement, j'en ai déjà parlé, qui s'appelle le Parti du Turkestan oriental. Et d'ailleurs, Morbach pose la question de est-ce qu'il revendique charia, califat et tout et tout. Alors, effectivement, il revendique charia, califat, etc. Et ils ont envoyé des gens en Syrie avec l'État islamique qui, pour certains, sont revenus. La Chine a réussi à en filtrer quelques-uns, beaucoup d'ailleurs, mais il y en a pas mal qui sont revenus. Et effectivement, ils ont cette revendication. Le chiffre des attentats terroristes est quand même énorme. Même Le Monde, alors ça c'était dans un article de 2013, parlait de 12 000 attentats terroristes, ce que moi je trouvais quand même un peu énorme. Et c'est un article du Monde de 2013 que j'avais retrouvé en fouillant là-dessus, même des vieilles publications. Et j'ai essayé de me projeter quand même ce qui se passerait s'il y avait un peu l'équivalent en France. J'ai imaginé la Seine-Saint-Denis avec des mecs qui se mettaient à faire des attentats et à revendiquer l'indépendance de la Seine-Saint-Denis pour y installer un califat islamique. J'ai un peu l'impression que l'État français, il se mettrait à mettre pas beaucoup de gants en fait pour réprimer ces. Je me trompe peut-être, hein, vu qu'incompétents comme ils sont, mais ils prendraient peut-être pas forcément beaucoup de gants pour réprimer des gens qui seraient dans cette revendication-là en fait. Et il y a ça. Et donc dans ce contexte-là, la Chine a réprimé, elle a forcément enfermé des gens par la répression. Et en gros, ce qui se passe à côté, c'est qu'il y a des camps de rééducation. Parce qu'à un moment, par où ça passe, c'est par la réinsertion. Alors, c'est une réinsertion dure, hein, c'est pas non plus. C'est pas sympa. Hein, ça, faut être clair, c'est pas une réinsertion sympa. C'est une réinsertion où, en fait, en gros, ben, tu apprends à travailler. Et quand tu apprends à travailler en Chine, on a une amie qui était chinoise qui nous parlait ne serait-ce que du système éducatif, et le système éducatif était très dur. Donc non, c'est pas gentil. Mais surtout en fait, ce qui se passe, là encore, je vais citer Bruno Guigues, qui est ce ancien haut fonctionnaire français qui a aussi eu accès à ces trucs-là. Ils ont réprimé durement, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas eu de propagande anti-musulman ou anti-islam en Chine. Par contre, il y a eu en fait une recherche très minutieuse de livres polémiques, et pas le Coran, hein, des livres qui sont liés à l'islam takfiriste, au salafisme, au wahhabisme, qui étaient véhiculés au Xinjiang. Et en fait, effectivement, ces livres-là ont été saisis assez massivement. Et effectivement, ils étaient en arabe souvent. Et ils ont été saisis assez massivement. Et ce qui se passe dans les fameux camps de rééducation, c'est que souvent on dit qu'ils apprennent le mandarin. Ce qui est vrai, ils apprennent le mandarin, mais souvent en fait ils apprennent aussi la langue ouïghour parce qu'ils ne la connaissent pas, ou pas bien. Parce qu'il y a aussi en fait, le Xinjiang, il faut savoir qu'au Parlement du Xinjiang, il y a une quinzaine de traducteurs dans des langues différentes, parce qu'il y a plusieurs langues différentes, par exemple. C'est quelque chose qui existe, il y a une diversité culturelle, et la Chine fait avec. Elle ne réprime pas la diversité culturelle. Ce qu'elle réprime, par contre, c'est ce type d'attentats et de pratiques terroristes. Très durement, par contre. Ils sont durs. Ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce que parce qu'ils sont durs et qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme, on peut parler de génocide? C'est là qu'en fait, on peut se poser la question. Et qu'on peut poser la question de, dans ce cas, pourquoi, s'il y a juste un manque de... Enfin, juste, c'est dur, un manque de respect des droits de l'homme aussi. Hein, je ne suis pas en train de relativiser ça. Mais entre un manque de respect des droits de l'homme, pourquoi, en fait, on donne systématiquement la parole à quelqu'un qui filtre les informations et qui parle de génocide? C'est la question à poser, en fait. Parce que je veux bien dire qu'en Chine, il y a des atteintes aux droits de l'homme. Je pense que ça ne se limite pas au Xinjiang.
Mais si on se met d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la Chine, ces derniers temps, en fait, ils se sont mis à troller. En fait, il y a le ministre des Affaires étrangères chinois qui, à un moment, avait même fait la liste des atteintes aux droits de l'homme aux États-Unis, pas pour rigoler parce que c'est pas marrant, et qui avait notamment pointé lui aussi les prisons américaines, parce que les prisons américaines, les prisonniers travaillent aussi, mais ne se retrouvent pas avec un emploi à la sortie. En général, la réinsertion est assez dure. Donc oui, il y a une répression, mais c'est une répression liée à un phénomène existant. Oui, parce que là, en tout cas, tout à l'heure, je regardais là, la vidéo du Monde qui avait été un peu qui avait fait un peu mousser ce début d'année en janvier là, sur la question. Grosso modo, il y a des accusations Oui. de génocide, de choses qui aiment bien, qui sont généralement sous-entendues en fin de compte, parce que c'est comme voilà, on décrit un crime, on dit voilà, il a tué dans une rue sombre, machin machin. Et après, en fin de compte, les éléments qu'ils vont te fournir, c'est des éléments sur ce que tu dis, sur le fait qu'il y ait des placements de foule, qu'il y ait des prisonniers. Bon, bah, certes, il y a des prisonniers, ok. Mais après, les véritables accusations, il n'y a pas d'éléments bien probants. Et parce que donc, c'est quoi là, tous les types d'accusations? Parce que moi, ce que je voyais, c'est par exemple que ils vont accuser l'utilisation de logiciels de reconnaissance de comportements suspects. Alors bon, c'est sûr que c'est quand même, c'est quand même douteux, et aujourd'hui la France sur la sécurité globale a de quoi inquiéter. Mais bon, c'est pas encore un génocide, quoi. Et bon, il y a des accusations de ce type-là qu'on peut écarter, mais pour ce qui est vraiment de ce qui pourrait être qualifié de génocide, je voyais donc tu parlais de castration. Oui. Je voulais parler d'agression sexuelle, mais bon, comme on a pu le voir dans les prisons en Irak, c'est atroce. Hein. Je dis pas c'est atroce, mais il y a quoi comme accusation, et qu'est-ce qui sur ces accusations-là, qu'est-ce qui peut être fondé, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qui peut être éventuellement fondé, c'est le fait que en Chine, la politique de l'enfant unique, il y a beaucoup de journaux qui ont dit à une époque qu'elle avait été arrêtée. Elle n'avait pas été arrêtée, elle avait été assouplie. Mais il faut savoir que la politique de l'enfant unique ne concernait qu'un seul groupe ethnique, qui était les Han, et pas les autres. Et il se trouve que du fait du développement qui a lieu sur tout le pays, notamment depuis 2009 avec les 5000 kilomètres je crois même que c'est plus, c'est les 5000 kilomètres de chemin de fer qu'ils ont créé. Il y a tout un développement interne du pays qui se fait, et avec lui, la question de voir si on peut pas mettre tous les groupes ethniques sous une loi commune. Ce qui implique que les lois, certes assouplies de l'enfant unique, qu'elles puissent concerner tout le monde. Et il se trouve que dans les lois de l'enfant unique, au bout d'un moment, effectivement, quand tu as trop d'enfants, en fait, il y a on estime, on peut aimer ou pas, hein, mais qu'il y a une stérilisation qui peut se faire. Et je vais en profiter pour tacler d'ailleurs un petit peu l'Occident, c'est que ces lois, elles ont commencé sous Deng Xiaoping, et en fait, elles ont commencé parce que Deng Xiaoping a rencontré un membre du Club de Rome qui lui a lavé littéralement le cerveau sur la question des ressources limitées et du malthusianisme. En fait, avec tout un discours malthusien qui est celui du Club de Rome et qu'on voit aujourd'hui repointé avec la finance verte, par exemple. Et en fait, c'est ça mais aujourd'hui, la politique en question est assouplie, mais elle est étendue. Et dans ces extensions, il y a effectivement des choses comme ça. Maintenant, dans les personnes qui sont stérilisées, il y a par exemple, il y en a qui ont en fait regardé les témoignages dont parlait Adrian Zenz. Il y en a, c'est des postes de stérilés volontaires. C'est pas une ligature des trompes, par exemple. C'est pas une castration chimique ou une ligature des trompes, c'est une pose de stérilé. Mais parce qu'il y en a qui ne sont pas volontaires. En fait, quand tu as dans la politique en question, il y a un nombre d'enfants limite. Tu n'as plus le droit d'en faire après. Et donc, du coup, en fait, la loi prescrit effectivement une stérilisation. Ouais, quand même.
Ouais, c'est quand même. Oui. Ah, bah ça, super. c'est hardcore, mais c'est pour tout le monde. Ou alors, tu vas accuser la Chine de s'autogénocider. Mais c'est pour tout le monde. Mais faut savoir que ça a été assoupli. Parce qu'en fait, pendant 30 ans, c'était appliqué que à l'ethnie Han, et bizarrement, personne râlait. Donc, ouais, donc cette idée de génocide, c'est principalement fondé là-dessus? Adrian Zenz le fonde là-dessus, effectivement. Et ces critiques, ceux qui le critiquent, notamment Assat Arber, mais pas que lui, disent oui, c'est dur, mais pour une accusation, c'est pas un génocide. C'est pas des gens qui en fait ont fait un plan d'extermination d'un peuple entier, comme pour la Shoah ou pour le génocide rwandais par exemple. Et c'est pour ça qu'il y a encore du débat, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un article, c'est pour ça que même le département d'État américain, c'est un article de Foreign Policy. Alors c'est un magazine néoconservateur à la base, mais l'article a fait l'effet d'une bombe, parce que le titre de l'article, c'est les avocats du département d'État le disent, il n'y a pas de génocide au Xinjiang. C'est-à-dire le même département d'État. T'as le lien quelque part où je peux donner peut-être Oui, je peux donner le lien, t'inquiète pas. Je peux donner le lien, t'inquiète pas. Mais sinon, tu me dis. Ouais. Sinon, tu me dis, je cherche. Je suis en train de le trouver là. Alors, ça date très exactement d'il y a un mois. Ça date d'il y a un mois. Alors, ça date d'il y a un mois et ça date de très exactement du 19 février. Et le titre, c'est State Department Lawyers conclude insufficient evidence to prove genocide in China. En fait, tu tapes Foreign Policy avec un Y et Genocide, et tu vas dans Google Actualité, tu tombes dessus et tu peux le partager. Alors, sachant que le titre en dit plus que le contenu de l'article, parce que en fait, le contenu de l'article, comme c'est un magazine néoconservateur, ils essayent de louvoyer, si tu veux. De louvoyer en disant oui, peut-être, etc. Mais en fait, ils disent eux-mêmes, mais ils disent quand même que c'est difficile à prouver. Et effectivement, parce que en fait, pour ça, il faut que pour prouver un génocide, il faut faut prouver une intention de détruire un peuple. Ce qu'on voit avec la Shoah et ce qu'on voit avec le Rwanda. Il faut une intention de détruire et il faut quelque chose de clair qui se voit dans le niveau de vie de la population, dans son niveau de vie, dans son espérance de vie. Il faut voir des claires diminutions de ça. Et ça, on ne voit pas, en fait. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que dans la population concernée, à savoir la population ouïghour, on ne voit pas de diminution radicale de la population et on ne voit pas de diminution de son niveau de vie. Or, en général, c'est ça qui se passe quand il y a un génocide. Et l'autre truc là souvent qui revient, c'est ce truc de la destruction de la culture. Donc par rapport à ça, moi je sais pas si toi tu penses qu'on peut faire un parallèle avec, mais j'ai l'impression que tu le feras pas, avec ce qu'on avait fait en France par rapport au patois. Donc il y a à peine plus d'un siècle, où on interdisait les gosses d'utiliser le patois local et qu'il fallait apprendre le français. Et donc il y a ça, et puis il y a la question du travail. Enfin, il y a toute cette politique chinoise depuis pas mal de temps de lutte contre la pauvreté. Et semble-t-il, les territoires intérieurs de la Chine sont bel et bien les derniers atteints par une pauvreté endémique. Donc par rapport à ces deux trucs, la culture et l'action du travail, qui serait un travail forcé, les deux, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Alors, le truc, c'est que alors c'est très drôle parce que dans la vidéo du Monde dont tu as parlé, ils admettent quand même qu'il y a 1,5 million de Ouïghours qui ont trouvé un emploi et surtout qu'ils le montrent sur TikTok. Mais là encore,
tel qui, alors là encore, tel que le monde le montre, c'est assez bizarre parce que c'est montré comme c'est pris négativement. Mais ils ont trouvé un boulot. Ils ont un travail à la sortie. Alors après, le truc, c'est que c'est pas juste des travaux forcés, c'est qu'il y a tout qui est fait. C'est qu'il y a la rééducation. Tu parles de culture. On détruit pas leur langue. À un moment, ils apprennent aussi leur propre langue. C'est pour ça que je ne ferai pas le parallèle avec les Bretons et les Corses, parce que, et c'est ça le truc, c'est que la Chine n'est pas jacobine, et je veux dire, vous avez vu la taille de la Chine, c'est grand, ils ne peuvent pas se permettre de fonctionner comme ça. Ils ne peuvent pas se permettre de démolir tous les patois locaux, parce que les patois locaux en question, ça représente des dizaines de millions de personnes d'un coup. Et encore, je dis les patois, dans les langues ouïghours, il y a sans doute plusieurs dialectes. Alors par contre, là, ce qui est possible, et à mon avis, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils en privilégient un. Ça, c'est possible. Parce que, par exemple, même en Bretagne, on a un collègue qui est breton et qui nous disait, l'ennui, c'est que si... il disait, il y a un breton unifié qui n'est pas le vrai breton, mais en fait, dans les bretons du territoire, il y en a au moins 8 différents. Et encore, parfois, on va d'un village à un autre, c'est même pas le même breton. Bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que y a cet aspect-là. Maintenant, aujourd'hui, tu regardes les panneaux d'indication au Xinjiang, ils sont en mandarin et en langue ouïghour, avec des caractères arabes, d'ailleurs. Il y a la double signalisation. Et c'est autorisé, au niveau de la langue, en tout cas. Au niveau des fêtes, des cultures, des danses, etc., tu peux trouver très facilement sur YouTube des danses ouïghours. J'ai fait la recherche, hein, des danses ouïghours aujourd'hui qui sont dansées au Xinjiang. La culture, elle existe encore en fait. Elle n'est pas, elle est pas démolie. Alors maintenant, il y a beaucoup de cultures occidentales qui sont en train de s'implanter avec le développement au Xinjiang et un peu partout en Chine. Ils ont des groupes de rock et de hard rock notamment. Mais en fait, est-ce qu'on va interpréter ça comme une destruction culturelle? Disons que ça aussi, c'est sujet à Oui. interprétation. Je dis oui. Tu es polémique, Benoît. Mais parce que pourquoi est-ce qu'en fait ils se retrouvent à avoir cette politique d'éducation? C'est que pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent à dire il faut forcer ces gens à apprendre leur langue ou apprendre leur culture? C'est quand même bizarre. Alors c'est bizarre, mais en même temps, je vais encore faire un parallèle avec la France et c'est pas bien parce on blanchit pas les autres en se noircissant soi-même et inversement, on se blanchit pas soi-même en noircissant les autres. Mais tu as beaucoup de profs qui sont en zone d'éducation prioritaire qui parlent d'une véritable rupture culturelle entre les gamins qu'ils ont en classe et le reste de la France au niveau des convictions religieuses personnelles qu'on ne peut plus remettre en question, de l'antisémitisme qui visiblement est assez répandu ou des choses comme ça. Je ne prends pas une solution à la chinoise là-dessus, hein, je le dis quand même, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont pu se poser la question? Bah, c'est justement le terrorisme, c'est-à-dire le parti du Turkestan oriental. Alors, il faut savoir d'ailleurs que c'est un truc qui est pas... c'est pas un truc qui s'autofinance et qui autodépend de lui-même. Il est lié à Al-Qaïda, mais en fait, dans les recherches que j'ai vues, c'est qu'il y a une ingérence américaine, c'est-à-dire le National Endowment of Democracy, le truc qui remplace... c'est un truc qui est financé par les deux gros partis américains et qui remplace la CIA dans la promotion de la démocratie à l'étranger, à l'étranger. Et notamment, ils financent le parti du Turkestan oriental. Et à un moment, en fait, il y a quelqu'un qui leur a demandé sur Twitter, et leur compte Twitter a répondu oui, oui, on les finance. C'est-à-dire que, en fait, à un moment, la Chine a réagi de manière peut-être excessive, hein. La question est sans doute même, mais elle a réagi en se disant
bon, bah, il y a des gens qui sont en train officiellement de financer une déstabilisation, et le meilleur moyen de réagir à ça, c'est de faire une éducation à marche forcée. Alors c'est bourrin, hein, je dis pas, mais en France, tu parlais de la répression des patois tout à l'heure, Rémi. Il y a eu aussi la scolarisation à marche forcée, parce que quand il y a eu l'interdiction du travail des enfants, les parents, ils n'ont pas été consentants tout de suite en France. Il a fallu aller envoyer la maréchaussée chercher les enfants dans les fermes, dans leur famille, pour les envoyer à l'école, parce que les enfants étaient encore en train de travailler, et parfois pareil à l'usine. Donc, alors je dis pas qu'on a été aussi bourrin à l'époque que la Chine maintenant, mais ni inversement, hein. Si ça se trouve, on a été pire à l'époque que la Chine maintenant, mais vu que là, ça concerne même si là, ça concerne des adultes. Mais à un moment, ils ont considéré que ça devait être nécessaire et que ça faisait partie des objectifs, parce que là encore, Assatar Berl l'explique, c'est que dans les textes, oui, ils considèrent que le parti du Turkestan oriental est une menace pour l'Union chinoise et l'intégrité de la Chine. C'est quand même dit clairement comme ça. Il y a quand même quelque chose, mais là encore, les données sont publiques et ils expliquent pourquoi. Alors, juste là, donc, je rappelle aux gens, si vous avez des questions, il y a le chat conférence, vous les posez, si voilà. Et puis on peut vous donner la parole si vous les posez vous-même. Simplement, parce que comment toi tu t'expliques que est-ce que les Américains, c'est les Américains estiment qu'ils doivent rester puissance mondiale, etc., et que forcément la Chine, s'il y en a un s'il y a une nation aujourd'hui qui risque de mettre en question la chose, c'est la Chine. Encore plus avec les Russes à côté d'eux. Mais comment expliquer que la France rentre dans ce jeu-là de rentrer dans la morale, machin? Comment tu... Alors, en fait, le fait est qu'il y a des néoconservateurs français. Et aujourd'hui, en fait, tu regardes l'histoire récente stratégiquement de la France depuis Nicolas Sarkozy en réalité. En fait, il y a eu une trahison progressive mais bien réelle des élites sur la question de la stratégie, où en fait on a jusque-là abandonné la stratégie gaulliste, qui était une stratégie d'arbitrage entre les puissants, en ne choisissant pas de côté ni de bord, à tel point que même sous Giscard, on avait Giscard qui rencontrait allègrement les dirigeants soviétiques et ça se passait très bien. On est passé petit à petit d'une stratégie comme ça, une stratégie où on re-rentre dans le commandement intégré de l'OTAN, et on suit petit à petit les États-Unis dans toutes leurs escapades moyen-orientales, que ce soit la Libye, la Syrie ou d'autres comme ça. Et petit à petit, on change notre vision stratégique et on rentre officiellement dans le club des démocraties libérales contre les barbares, les États considérés comme qui ne sont pas des démocraties libérales de fait, mais qui sont considérés de par leur régime politique comme des ennemis. Mais pas des ennemis parce qu'il y aurait eu des agressions particulières de leur part vis-à-vis de nous, ce qui est la loi militaire de base, mais parce qu'on estime qu'en tant que démocratie libérale, on aurait un droit d'avoir ça. Alors évidemment, c'est gouverné par la géopolitique. Mais dans le cas de la France, c'est parce qu'il y a eu une trahison des élites petit à petit, qui ont remplacé la vieille garde gaulliste, parfois communiste, par des membres de la gauche atlantiste en réalité, et de la droite atlantiste. En gros, l'ancienne gauche et l'ancienne droite ont été remplacées par des nouvelles gauches et des nouvelles droites, qui ont pour point commun d'être affairistes et atlantistes, pour faire simple. Et donc, en gros, il y a cette trahison-là, où on espère en retirer quelque chose, notamment via la France-Afrique, où la Chine commence à avoir des accords économiques avec pas mal de pays de la zone CFA, et ce qu'on voit arriver avec mauvais œil, par exemple, ou notamment autour du lac Tchad, il y a tous les pays autour du lac Tchad font partie de la zone CFA et avec des dictateurs amis de la France. Et même ces dictateurs sont en train de se dire, je vais commencer à travailler avec la Chine.
notamment sur la question du projet Transaqua, parce que si j'attends après la France pour que ça se fasse, ben, je peux attendre encore longtemps. Et surtout, je risque de finir au bout de la tête au bout d'une pique à un moment ou à un autre, si je compte sur la France, parce que ma population, elle voudra à un moment me faire dégager s'il n'y a rien de bien qui se passe pour elle. Donc voilà. Je pense qu'il y a aussi de ça, c'est qu'il y a un ensemble géopolitique où on tremble aussi sur nos bases quelque part. Il n'y a pas que les États-Unis qui sont menacés. Alors d'ailleurs, pour ceux qui veulent participer au fait que l'on se reconstruise des bases un tant soit peu adultes pour un Occident qui ressemble à quelque chose avec un visage un tant soit peu humain, j'ai mis dans ressources le lien avant, l'avant-dernier lien, c'est une conférence à laquelle on participe, Solidarité et Progrès, qui est une conférence internationale qui va durer 2 jours, que l'on va streamer là, demain, Antoine, et après-demain, moi-même, pour discuter. En fait, il y a des représentants de différents gouvernements. Il y aura notamment demain soir des représentants chinois, américains et russes. Et il y a un super panel sur le Moyen-Orient après-demain avec le ministre des Affaires étrangères du Yémen, un député irakien. Il y aura aussi une conseillère de Bachar al-Assad. Et tous ces gens-là pour discuter de pour quelles raisons, pour quel projet il est nécessaire et il est possible qu'il y ait une coopération entre l'Est et l'Ouest et le Nord et le Sud. C'est des choses très concrètes et donc on va discuter demain et après-demain. Donc Julie, si tu veux poser tes questions. Non, pas spécialement. Non. Pourquoi tu la poses dans le chat alors? Non, c'est que est-ce que en fait le gouvernement chinois n'utilise pas plutôt la culture locale, donc que ce soit la culture ouïghour ou autre, pour éduquer les djihadistes et une fois que, entre guillemets, ils sont redevenus humains grâce à ce réapprentissage, est-ce que c'est pas à ce moment-là que le gouvernement leur propose ou leur impose, je sais pas, un métier, tout en parallèle faisant un développement économique des provinces pour pouvoir aussi lutter contre le terrorisme? En fait, dans ce que j'ai pu voir, il y a effectivement de ça, parce que, alors même si c'est entre guillemets forcé, parce qu'il se trouve que j'ai discuté pas mal de ça avec parce que quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé aussi sur pas mal d'étudiants français en langues étrangères appliquées, notamment en géopolitique ou des choses comme ça, et qui s'intéressent beaucoup à la Chine et qui apprennent le chinois, et qui connaissent les 56 ethnies chinoises sur le bout des doigts, un truc de fou. Et en fait, il disait, mais la Chine n'est pas jacobine, c'est-à-dire, en gros, elle est obligée de se baser sur les cultures locales existantes si elle veut faire une rééducation, et si elle veut à un moment, en fait, que la population, qu'il y ait une réintégration. C'est-à-dire, en gros, c'est un système que moi j'aime bien utiliser le mot mandarinal pour ça, parce que ça fait penser aux anciens mandarins chinois avec Confucius et compagnie. C'est-à-dire, en gros, ils veulent garantir une stabilité. Alors certes, quand tu veux démolir la stabilité, gare à toi, mais en fait, le but de cette stabilité, c'est aussi qu'il y a toujours un moyen de coexister avec l'autre. Et là, en l'occurrence, il y a toujours un moyen dans la vision chinoise des choses qu'effectivement la culture locale, elle serve à ce développement. La Chine ne se positionne pas contre la culture locale, c'est pas la culture du pays contre la culture locale, comme ça c'est pas jacobin comme ça s'est fait en France de ce point de vue-là. Alors après, effectivement, il y a l'idée d'imposer d'avoir un métier, donc une formation professionnelle, et c'est fait très durement. Tu te souviens d'Yétsin, Julie, en fait, elle expliquait les écoles chinoises, ne serait-ce qu'à l'école, c'était strict. Hein. Faut pas non plus. C'est pas les écoles françaises. J'ai vu une vidéo des écoles chinoises. Alors, il y a peut-être certains profs qui secrètement rêvent de ça en France, mais si tu es surpris à utiliser ton portable dans la salle de classe, le prof te prend. Il y a un seau d'eau en fait à côté du bureau du prof dans la salle de classe, il va te prendre ton portable, il va le mettre dans le seau d'eau.
c'est hyper strict. Et ça les tente Efficace. plus encore dans les centres de rééducation et de formation professionnelle au Xinjiang. Et ça, c'est fort possible. Génocide. Prendre son portable et le mettre dans l'eau, c'est vraiment un génocide. Oui, c'est un génocide des terres rares, je suis d'accord. Je sais pas si Norbert, tu veux poser ta question, parce que je crois que ça touche un petit peu à ça. Et je sais pas, là, tu es en train d'écrire, alors peut-être que tu es en train de poser une autre question, je sais pas. Ben, je peux parler là? Ouais. Oui. Tu m'as donné la parole. Magique. J'avais entendu, je sais plus où. Parce que j'ai lu le livre de Maxime Vivas, je sais pas si tu l'as lu, Benjamin. Enfin, j'ai lu. Alors, justement, je l'ai pas lu. J'ai lu beaucoup d'interviews de lui, d'articles de lui, mais j'ai pas lu le livre en entier. Ce que j'ai noté qui est intéressant au début, c'est qu'il dit j'aurais aimé écrire un livre sur les nouvelles routes de la soie, mais l'actualité m'a pris de court et j'ai dû faire un livre pour détruire les fake news sur les Ouïghours. Et en fait, mais je ne sais peut-être pas de lui que j'ai vu ça, c'est sur le fait que dans les cas de rééducation, enfin, même c'est apparemment Zens part de là, il dit, en gros, il parle de camp de rééducation, mais en fait, c'est des cours de langue et des trucs comme ça. Ils apprennent le mandarin et grâce à ça, ils peuvent avoir des postes plus importants dans l'administration ou dans les entreprises chinoises qu'ils n'auraient peut-être pas eu si ils n'étaient pas passés par là. Tu as entendu parler de ça? Alors oui, effectivement, j'avais lu ça effectivement aussi dans les interviews, c'est que effectivement la maîtrise de la langue du pays, mais ça c'est dans tous les pays, te permet d'accéder à des postes plus importants dans les entreprises et dans l'administration. Mais ça c'est dans tous les pays en fait. Donc forcément, s'ils enseignent le mandarin, ça permet aux gens d'accéder de fait à des postes plus importants. Mais c'est comme même aujourd'hui au niveau international pour un Européen. Alors avant, pour quelqu'un de province qui maîtrisait le français, donc forcément il entrait dans l'administration, ou pour un Européen aujourd'hui qui maîtrise l'anglais, qui peut aussi avoir des postes plus élevés dans l'administration de son entreprise ou dans l'administration européenne. Et à partir de là, si c'est l'anglais qu'il est obligé de maîtriser, il faut savoir du coup que ça veut dire qui domine l'Europe. Mais bon, ça c'est encore c'est une petite pique que je me permets, j'avoue. Mais effectivement, Norbert, tu as tout à fait raison. C'est que dans l'apprentissage du mandarin, il y a aussi l'idée que de toute manière, ça leur donne accès à plus de choses, vu que la langue du pays, c'est le mandarin. Ouais. L'autre chose que j'étais en train de taper, ça concerne l'Alsace. Là, il y a un projet d'implantation de Huawei à Brumath, en Alsace, au nord de Strasbourg. Oui, j'ai vu ça. Il y a des manifs contre parce que c'est horrible, Ouïghour et compagnie, c'est ça? Il y a ça. En fait, il y a un mois, il y a une consul américaine qui est allée voir les élus locaux et qui leur a demandé quel est leur plan pour lutter contre l'espionnage chinois. Et donc ils ont dit, de toute façon, si au niveau national ça a été accepté, comme il y a des plans de lutte contre ça, c'est que on suppose que on sait comment la France sait comment gérer ça, ne vous inquiétez pas. Et que voilà, si des Américains veulent s'implanter sur le territoire à côté de Huawei, ils sont bienvenus. Et c'est bizarre parce que après, mois après, en effet, manifestation contre le Ouïghour à Brumath, quoi. Drôle d'endroit, enfin, c'est très opportuniste, quoi. Oui, j'ai vu ça passer, effectivement, c'est hyper opportuniste. Et il y a eu tout ce truc-là. C'est très petit, hein, c'est vraiment des petits groupes. Oui, c'est des petits groupes qui viennent manifester par rapport à ça. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est des petits groupes. Et en fait, visiblement, il y a plus ou moins le NPA aussi qui se balade là-dedans. C'est que dès qu'il y a bizarrement, ils sont anticapitalistes, mais dès qu'il y a de l'atlantisme, bizarrement, ils sont les premiers à mettre leur nez dedans. Mais effectivement, il y a des petits groupes comme ça qui viennent par rapport à ça. Alors, je sais pas ce qui est le pire, si tu veux, c'est Norbert, c'est que ce soit que des petits, la consul américaine ait fait ça, mais que ça se soit fait quasiment dans l'indifférence générale, en fait.
Parce que depuis quand une consulate américaine, elle se déplace jusqu'en Alsace pour dire non, vous devez vous méfier de l'espionnage chinois, en fait. C'est pas censé être son rôle, quelque part. Ah ouais, mais on sait qu'au niveau national, la France avait des opportunités à saisir avec la Chine pour lutter contre l'espionnage américain et que elle l'a pas saisi. Donc, en même temps, elle ne freine pas ce projet-là, heureusement, parce que les élus locaux seraient dégoûtés. Mais en même temps, on a l'impression qu'ils n'aident pas quoi sur le terrain. Et en plus, moi, je pense que l'Alsace, c'est stratégiquement quand même, il doit y avoir pas mal d'écoute des Allemands et ce qui se passe en Allemagne et vice versa. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, parce que Je t'entends, mais moi, en j'ai fait, perdu si tu l'écran. veux, moi j'ai la même chose. Et je Vas-y. me pose des questions là-dessus, là, sur en fait, quels sont les enjeux derrière? Pourquoi Huawei en Alsace et tout ça? Bon, historiquement, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt les Allemands qui avaient, enfin, les Américains qui avaient plus de facilité à être en Allemagne pour espionner les Français. Mais Oui, c'est ça. Mais en fait, déjà récemment, il y a un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Chine qui a été signé, et en fait, dont beaucoup des clauses portent la marque de Berlin plus que de Paris. Donc oui, effectivement, il y a un peu de vrai lorsque tu parles de ça, Norbert, et il y a peut-être des choses à redire dans cet accord, mais qui a au moins le mérite d'exister. Mais il y a peut-être des choses à redire. Mais en fait, si tu veux, l'Alsace n'est pas la seule région à faire des choses avec la Chine. Tu as le Nord-Pas-de-Calais, où en fait il y a deux points d'arrivée des nouvelles routes de la soie, une à Dourges et une à Valenciennes aujourd'hui. Enfin, je dis le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, mais j'ai encore du mal à accepter ce nom de merde pour ma région d'origine. Je suis vraiment désolé tout le monde. Et donc et en fait, il se trouve que Xavier Bertrand a pour politique régionale de ne pas freiner l'installation, la coopération avec la Chine, par exemple. Le seul problème, c'est toujours pareil dans ces cas-là, c'est comment ça va se faire. C'est toujours pareil, mais ça peut se faire bien comme moins bien. Ça dépendra de ce qu'on voudra faire avec eux. Comme tout ce qui se passe. Parce que dans le principe du multilatéralisme, c'est que c'est multilatéral, en fait. Donc, il y a, en fait, d'une manière générale, des élus locaux qui, en fait, font ce travail. Alors, c'est limité parce que c'est des gens qui ont leurs propres limites, mais au moins, c'est plus réaliste que la politique nationale de ce point de vue-là, je serais tenté de dire. Il faut se rappeler là, que quand Xi Jinping était venu en Europe, il avait fait le tour des chefs d'État, enfin d'un certain nombre en tout cas, mais il avait snobé complètement Bruxelles et l'Union européenne. Et ça, je pense qu'à l'heure où l'OTAN installe sa section spatiale à Toulouse, qui est quand même une insulte à ce qu'a été l'indépendance française et un peu l'exception française en Occident, il est temps que l'on joue notre rôle dans cette France. Que nous jouions notre rôle. Oui. Est-ce que tu veux peut-être dire je sais pas, conclure Benjamin, et puis après qu'on puisse passer dans les salons audio, discuter plus, en sachant que... Alors... attends, juste, je rappelle là que y a cette conférence là, donc dans Ressources, et puis pour ceux que ça intéresse, justement par rapport à la question nationale, samedi dans 10 jours, on organise une journée d'action nationale avec d'autres mouvements comme le GOUV, Le Jour se lève, et d'autres mouvements gilets jaunes ou citoyens sur la question du fascisme financier qui est là, et en particulier le plan Hercule de démantèlement de EDF, qui est quand même extrêmement grave quand on sait l'importance de l'énergie pour tous les jours. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéressera, on fait un truc dans une semaine, le samedi 27, malgré les mesures annoncées hier, etc. etc. Benjamin, je te laisse la parole. Oui, alors, qu'est-ce que je conclurais de tout ça? C'est à savoir qu'il y a des milieux en Angleterre, aux États-Unis et en France qui veulent pointer et attaquer la Chine, en plus sans avoir vraiment les moyens de leurs prétentions, parce qu'en fait, on est plus face
à des gens qui sont en colère d'avoir perdu un pouvoir que par des gens qui veulent régler un problème de droits de l'homme. Sinon, la France-Afrique, ça n'existerait plus depuis longtemps. Et la mainmise des États-Unis sur l'Amérique du Sud, non plus. Quant à la City, n'en parlons même pas. La City de Londres. En fait, se comporter comme ça pour l'Angleterre, les États-Unis, la France ou même d'autres pays qui sont dans ce mood-là, c'est pas une fatalité. C'est justement contre cette fatalité, je pense, qu'on doit se battre, qu'on doit se former politiquement et qu'on doit à un moment avoir une hauteur de vue sur les événements qui sont en train de se dérouler, parce que en fait, les multiples annonces de confinement, déconfinement, reconfinement et de confinement déconfiné, où on déconfine le confinement lui-même, mais pas les gens, et n'aident pas à sortir le nez du guidon, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est comme ça que je conclurai. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, pour tous ceux qui veulent, voilà, on peut continuer les discussions sur comment on va s'y prendre pour changer tout ça dans les salons vocaux là en dessous, vocalins. Voilà. Et ben, à bientôt en tout cas. Merci, Benj.